Nous avons la chance d'avoir en Fabrice Fernandez quelqu'un qui a vraiment une connaissance du monde animalier et qui pourra vous en parler. Nous avons parmi nous ce soir Fabrice, que je vous demande vraiment d'applaudir pour ce qu'il va vous expliquer. Il vous expliquera ça bien mieux que moi. Donc voici Fabrice Fernandez. Merci Fabrice. Bonsoir. Et donc, merci à Vincent et à Renaud pour cette introduction. Donc, pour mettre les choses au point tout à fait, donc comme on l'a précédemment dit, ce n'est pas une conférence sur l'expérimentation animale, parce que tout simplement, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je suis spécialiste de leur comportement et donc de leur conscience. Nous aborderons ça en deuxième partie de conférence, et j'ai réussi à avoir quelques interviews de scientifiques, d'éminents scientifiques, d'éminents biologistes qui vous expliqueront ça mieux que moi. Je l'espère. Alors, premièrement, cette conférence se veut très didactique. Il n'y a rien, vous n'allez rien voir de choquant, rien voir d'affreux. Mon but n'est pas de vous traumatiser, ni de traumatiser personne. Mon but est simplement d'essayer de vous faire prendre conscience, bien simplement, que les animaux ont une conscience aussi. Que les animaux sont sensibles, que les animaux réfléchissent, que les animaux pensent. C'est quelque chose de très peu connu à l'heure actuelle. On a tendance à considérer les animaux plus comme des objets qu'autre chose. Et donc, on va essayer de faire évoluer tout ça. Alors, je suppose que vous avez tous bien reçu les fascicules à la base, donc ça vous a montré un peu la structure que va avoir la conférence. Tout le monde m'entend bien? Oui, pas besoin du micro? Cool. D'accord. Alors, donc, premièrement, un petit peu d'histoire. Enfin, d'histoire, c'est dit très rapidement, parce que c'est quelque chose de très basique que tout le monde sait, mais je vais le rappeler quand même. Depuis toujours, depuis que l'homme existe, depuis que l'homme peut se souvenir de quelque chose, l'homme est entouré d'animaux. Que ce soit pour se nourrir, certains animaux l'ont même chassé parfois, donc il a été proie plutôt que prédateur comme il l'est aujourd'hui. Et puis on a pris certains animaux comme simples animaux de compagnie, pour notre bon plaisir. Mais, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'en est-il de ce que l'homme pense de l'animal ? Déjà, il faut savoir que l'être humain est un animal parmi les autres. Nous sommes des primates, nous sommes des grands singes, comme nos cousins les chimpanzés, comme nos cousins les gorilles. Et nous ne sommes pas si loin d'eux. Finalement, sur l'histoire de l'évolution humaine, si on partait sur une journée de 24 heures, disons que le chimpanzé est apparu, la famille de chimpanzés sont apparus vers, on va dire, 23h58, et que nous nous sommes séparés d'eux à 23h59. Donc on est tout près, tout près. Mais qu'en est-il de la considération de l'animal ? Pour beaucoup de personnes, l'animal est encore un objet. L'animal, la triste expression d'ailleurs, traiter quelqu'un comme un chien, est une expression très malheureuse, parce que justement les chiens, et vous le verrez plus tard, font partie des créatures les plus sensibles qui nous entourent. Alors, un grand homme nous disait un jour, il y a très longtemps, qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et les mammifères supérieurs sur le plan des facultés mentales. La différence intellectuelle entre l'homme et les animaux supérieurs, si grande soit-elle, n'est qu'une question de degré et non de genre. Je ne sais pas si vous avez reconnu ce charmant vieillard, il s'agit de notre ami Charles Darwin. Pardon. Pourtant, il aura fallu attendre quand même le 21e siècle pour qu'on commence à s'intéresser aux méandres de la conscience animale. Donc, c'est hier. Ça fait que très peu de temps que les scientifiques et les experts se penchent sur le fait de savoir si les animaux sont capables de penser, de comprendre et de ressentir. On a admis en 1997, on en reparlera un petit peu plus tard, que les animaux étaient sensibles. Mais là, il y a un éclaircissement que je vais vous apporter. Mon but à moi, avec d'autres personnes évidemment, c'est de faire évoluer la loi, tout simplement parce que le fait de dire qu'ils sont sensibles, c'est de dire, par exemple, oui, effectivement, une poule a besoin d'un espace où elle peut se battre, etc. Elle a besoin de manger à sa faim, etc. Mais ça ne parle pas de sensibilité émotionnelle. Ça parle juste au fait que, oui, les animaux sont sensibles à la douleur, et donc il faut les respecter un minimum. Mais on ne va pas chercher plus loin. Et ça, c'est ce qui devrait évoluer et qui est en train d'évoluer. Parce que les animaux sont effectivement capables de ressentir des émotions. Que ce soit la joie et le confort, comme on voit ici avec nos deux charmantes ovines, donc que ce soit la chèvre ou le mouton, qui sourit en fait. On pourrait croire que non, mais les expériences ont montré que oui, les animaux peuvent montrer des émotions grâce à leur visage, comme un sourire. Donc ce n'est pas un photomontage, les animaux sourient parce qu'ils sont bien. Mais les animaux peuvent aussi ressentir tout simplement de la tristesse, ou encore de la peur.
On peut voir très simplement sur ces photos que les codes marquants au niveau de l'expression faciale sont à peu près les mêmes chez n'importe quel animal que chez nous. La chèvre souriait, le gorille n'avait pas un regard très très jojo, et on voit très bien que lui n'a pas envie de passer le quart d'heure qu'il va passer dans les 20 prochaines minutes. Les animaux sont aussi capables de sentir de l'aversion, ça a été une découverte très importante au niveau du comportement animal. On s'est rendu compte que certains animaux pouvaient ressentir du dégoût, une émotion qu'on pensait réservée à des êtres dits supérieurs comme les êtres humains. Et donc les animaux sont capables également de compassion. Ça se voit très fort avec les chiens, bien évidemment, vu que ce sont eux qui partagent majoritairement notre vie. Le chien est capable d'énormément d'empathie, mais on reviendra plus tard sur le chien qui est un animal qui m'intéresse beaucoup. Mais vu que tous ces animaux sont capables de sentir de la joie, du bonheur, de l'aversion et de la peur, il faut aussi prendre en compte que ces animaux, que beaucoup considèrent simplement comme des meubles, sont capables donc de souffrir. Et c'est ça qui rend problématique tout le sujet des expérimentations que nous reprendrons plus tard. Alors, au vu de toutes ces découvertes que nous avons faites ces 50 dernières années, on en fait tous les jours, il ne passe pas un jour sans qu'un expert, un biologiste ou un ethnologue ne fasse une nouvelle découverte, on peut se poser la question réelle de que doit-on avoir comme approche par rapport à l'animal. C'est ce qu'on appelle, en fait, nous effectuons pour l'instant sur notre Terre ce qu'on appelle le spécisme. Alors le spécisme, on vous l'expliquer dans votre fascicule, je vais vite vous le dire en quelques mots. Le spécisme, ça veut dire tout simplement de mettre une espèce que l'on qualifie de supérieure au-dessus de toutes les autres. C'est-à-dire, effectivement, nous sommes l'espèce animale qui a, on va dire, le mieux colonisé le monde, on a le mieux réussi, mais la question que moi j'aimerais que tout le monde se pose ce soir, c'est est-ce que le fait d'être les plus forts, les plus puissants, les plus intelligents, nous donne le droit de disposer d'autres créatures qui, elles, n'ont pas eu cette chance, ou au contraire, est-ce que le fait d'être plus fort que ces faibles créatures nous donne plutôt le devoir de veiller sur elles et de les protéger? Malheureusement, vu l'évolution de l'être humain, on peut même dire qu'il est rentré dans ce qu'on pourrait appeler une dévolution. L'être humain a évolué, est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui l'homo sapiens, et commence malheureusement à détruire tout ce qu'il a vu naître, ce qui est assez navrant. Certains animaux présentent des types de capacités mentales de haut niveau. Et on pensait ces capacités mentales avant uniquement réservées à l'espèce humaine. Je vais vous donner quelques exemples. Les animaux sont conscients d'eux-mêmes. En effet, beaucoup d'animaux ont conscience, on va dire, de l'entité qu'ils sont, pour ne pas dire personne encore, mais de l'entité qu'ils sont. Les animaux sont capables de résoudre des problèmes nouveaux. Nous verrons plus tard des expériences qu'on a menées dans certains laboratoires anglais, australiens et autres, où nous nous rendons compte que les animaux sont capables de résoudre des problèmes. Basique, évidemment, un animal ne saura jamais résoudre une équation à deux inconnus, mais l'animal déjà présente des capacités cérébrales et intellectuelles très très importantes. L'animal peut avoir des représentations mentales, c'est-à-dire qu'un animal peut tout à fait imaginer quelque chose, concevoir quelque chose. On a découvert avec stupéfaction il y a quelques années que des éléphants, des singes pouvaient peindre. Ce qui montre que les animaux ont un univers abstrait qu'ils peuvent exprimer. Donc ils réfléchissent plus que simplement penser, manger, déféquer et se reproduire. Dernier exemple à ce niveau-là, ils peuvent comprendre ce que d'autres animaux savent ou sont sur le point de faire. Donc l'interaction entre certains animaux, comme le chien par exemple, qui est encore une fois le meilleur exemple, d'autres animaux peuvent se comprendre entre eux, savoir ce qu'on va dire, ce qu'on est sur le point de faire. Un chien peut très bien voir qu'on va se mettre en colère, qu'on est triste, tout ce qui rentre évidemment dans l'empathie. Alors, quelques exemples des facultés spectaculaires de nos amis les animaux. Premièrement, les babouins et les pigeons assimilent des concepts abstraits comme les similitudes et les différences. Par exemple, une petite expérience, d'ailleurs ça c'est commun avec les babouins, on va prendre l'exemple du babouin particulièrement parce que c'est commun à tous les primates. Donc c'est commun à nous aussi. En fait, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que nous quand on voit un tas de babouins, on voit un tas de babouins. Mais les babouins entre eux se reconnaissent. Parce qu'il faut savoir que des babouins qui voient des êtres humains voient un tas d'êtres humains. C'est une notion très difficile à comprendre et à s'imaginer parce que quand on se voit nous tous, on se dit mais on est quand même très différents les uns des autres. Mais je suis sûr que vous avez tous eu l'expérience dans votre vie, ne fût-ce qu'avec des acteurs, parce que là on les connaît bien, ou même avec des proches, de voir quelqu'un et de confondre les deux personnes. Ça arrive très souvent. Des personnes qui ont une morphologie type très similaire. Et en fait, ça se passe de base avec toutes les espèces animales. Par exemple, il faut savoir que c'est une notion que l'être humain perd avec l'âge. Parce que si on prend des petits bébés avant leur premier mois,
on avait fait l'expérience en Floride, on avait mis ces petits bébés devant tout un panel de photos de lémuriens qu'on avait pris dans la même position, et les bébés étaient capables de différencier les lémuriens. L'âge venant, on ne voyait plus que des lémuriens. Donc c'est une faculté que l'homme n'a pas, que les animaux ont gardée. Donc il faut bien se dire que nous ne sommes pas une exception ethnique, nous ne sommes pas la race supérieure d'eux. Nous sommes la plus évoluée sur certains points, mais sur d'autres points, les animaux sont bien plus évolués que nous, et nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, petite précision par rapport à la conférence, pour ne pas rendre ça trop lourd, au début j'avais pensé vous montrer toutes les études et vous les mettre à disposition. Mais, lors de ce que je vous présente, vous aurez souvent les noms des études, des scientifiques, etc. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez par exemple lire une étude en entier, elles sont à votre disposition, n'hésitez pas, c'est pour ça que vous avez reçu, que c'est important que vous ayez reçu ce petit fascicule. Dedans, vous avez mon email, dans le dépliant publicitaire. Donc là, vous avez mon email, n'hésitez pas à me contacter pour me dire oui, j'aimerais bien lire tel rapport sur telle chose, etc. Autre exemple. Si, ça veut bien. Ok. Certains animaux utilisent des techniques pour tromper leur entourage. Ils sont capables de fourberie. On y reviendra plus tard, mais sachez que les porcs peuvent délibérément tromper son entourage, donc les autres porcs, pour éviter qu'on leur vole de la nourriture. Je ne vais pas trop rentrer en détail parce qu'on va le voir quand on verra la conscience des animaux de ferme, donc c'est juste quelque chose de succinct. Alors, les moutons, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que les moutons, il n'y a pas une expression bête comme un mouton, mais beaucoup de gens le pensent quand même. Pourtant, les moutons montrent aussi des capacités extraordinaires. Premièrement, un mouton a une mémoire faciale d'une moyenne de 2 ans. Certains peuvent se rappeler plus ou moins. Donc, un mouton vous reconnaît. Donc, si maintenant un mouton me voit aujourd'hui et ne me voit plus pendant 1 an et demi, quand il va me revoir, il va m'identifier. Et les moutons sont sensibles au tempérament, au caractère. On a remarqué que des moutons préféraient la compagnie de moutons, on va dire, joyeux et de bonne humeur, parce que ça, et justement, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est parce que toutes ces notions que je suis en train de vous expliquer, d'un animal qui est de bonne humeur, qui est joyeux, etc., ça peut faire rire, mais non, les animaux éprouvent ces sentiments-là. Et on va reprendre l'exemple du chien, et comme ça c'est très clair. Quand un chien remue de la queue et qu'il vient vers vous faire la fête, on peut se dire qu'il est content quand même, tandis que quand le chien se cache sous la table en pleurant, on se doute que la joie n'est pas au rendez-vous. Et donc les moutons, en fait, on a remarqué qu'ils recherchent entre eux la compagnie, on va dire, de moutons bien disposés, souriants, de bonne humeur. Des études ethnologiques l'ont démontré. Quelque chose de beaucoup plus fondamental pour se rendre compte que l'animal n'est pas si inférieur à l'être humain, voire pas du tout. On sait que les poulets savent qu'un objet continue d'exister, même si on le retire. Donc, les poulets ont une mémoire visuelle. Ça, c'est une faculté que les enfants en bas âge n'ont pas. Et un poulet, donc un poussin, au bout des poussins de 2-3 jours, savent déjà le faire. Un exemple, vous prenez une balle ronde, on reviendra aussi sur cette expérience plus tard, vous la mettez d'un côté d'une barrière, vous retirez la balle ronde, le poussin va faire le tour pour chercher la balle ronde. On met un petit enfant de quelques semaines, 1 ou 2 mois, on enlève la balle ronde, il n'y a plus de balle ronde. Donc, à ce niveau-là, les poulets sont supérieurs à l'être humain. Ce qui est quand même assez particulier. Et alors, un exemple qui montre bien la conscience, c'est que les grands singes, comme le gorille, et comme nous d'ailleurs, et les grands dauphins, sont tout à fait capables de se reconnaître dans un miroir. Il n'y a pas que les chiens et les chats aussi, mais c'est plus rare chez les chiens et les chats. On a tous déjà vu un chat se saisir en passant dans un miroir. Il y en a des moins malins que d'autres. Mais chez les gorilles et les autres grands singes, ainsi que les grands dauphins, c'est quelque chose de tout à fait commun, comme nous, quand on se voit dans un miroir, à moins qu'on ait un sérieux problème, on se reconnaît en général. Alors, j'aimerais vous présenter quelqu'un. En fait, une étude a été réalisée, on y reviendra un peu plus tard pour plus de détails, sur le fait, est-ce que les animaux, finalement, ils ont une notion du temps, ils ont une notion de leur propre univers intérieur. Est-ce que les animaux peuvent se dire, par exemple, c'est dimanche, c'est fermé. C'est un truc très 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 concret, comme ça vous vous en rendez compte, et c'est parce que je vais bien vous l'illustrer. En fait, ce petit bonhomme s'appelle Santino. Santino nous vient du zoo de Furuvik en Suède. Et alors les scientifiques ont mené une petite expérience avec Santino, et c'est vraiment Santino, il est très joli, il faut trouver une photo du monsieur, c'est pas facile. En fait, on s'est rendu compte, par la méchanceté de ce chimpanzé, donc à la base c'est pas un joyeux, qu'il jetait des pierres sur tous les visiteurs du zoo. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est particulier, pourquoi est-ce qu'il en veut tant aux gens? On s'est rendu compte en l'observant qu'en fait Santino, tous les matins où le zoo était ouvert, faisait des stocks de cailloux, et préparait des lignes de cailloux, des lignes de projectiles pour les lancer sur les gens.
On s'est rendu compte aussi qu'une fois que le zoo était fermé, il lançait les cailloux dans le petit étendue d'eau qu'il avait, et qu'en hiver et les week-ends où le zoo n'est pas ouvert, il ne faisait pas cette pratique. Ce qui démontre bien qu'il a conscience, premièrement, que des gens viennent le voir, secondement, il a une certaine colère envers eux dû au fait d'être enfermé, et troisièmement, il est capable de se rendre compte si le zoo est fermé, ouvert ou non. Et ce monsieur qui a réalisé l'expérience, qui s'appelle Mathias Osvat, spécialiste en sciences cognitives à l'université de Lund en Suède, nous dit ceci en conclusion. On nous dit, comme on leur dit, regarde. Ces observations montrent de façon convaincante que nos frères les grands singes envisagent bel et bien l'avenir d'une manière très complexe. Ils ont très vraisemblablement un monde intérieur, comme nous, lorsque nous revivons en pensée des épisodes passés de notre existence, ou lorsque nous pensons au jour à venir. Hop. Et voilà. Alors, continuons. Alors, comme je vous le disais, depuis 1997-1997, l'Union européenne reconnaît les animaux comme des êtres sensibles. Donc, le droit européen oblige les États membres à tenir pleinement compte des exigences en matière de bien-être animal. Et c'est là que je vous disais que malheureusement, ce n'est pas suffisant. Tout simplement parce que c'est la notion de sensible que je vous ai expliqué en début. On pense qu'ils sont sensibles au fait de croître dans un environnement qui est correct, par exemple. Donc une poule en batterie, comme le disait notre président, c'est inconcevable, parce qu'on se doute bien qu'une poule a besoin de se battre et de voler, de se déployer les ailes. Mais c'est une notion qui est, pour moi et pour beaucoup de défenseurs des animaux, beaucoup trop vague. Parce que nous aimerions faire comprendre que les animaux sont sensibles au niveau émotionnel, qu'un animal est triste. Je vais vous donner quelques exemples comme ça à l'envolée. On a découvert par exemple que les vaches pleuraient. C'est quelque chose qui nous semblait impossible. Donc on disait tout le temps, oui mais les vaches c'est parce qu'elles ont des conjonctivites ou autre chose. Mais non, les vaches pleurent. On s'est rendu compte que quand une vache perdait son petit ou quand on séparait un veau de sa mère pour l'abattage ou pour le lait, la vache fait une dépression, la vache pleure et le veau aussi. Donc c'est des êtres éminemment sensibles qui ont un panel d'émotions énorme. Donc, au vu de tout ça, je reviens sur le fait qu'il est grand temps, à mon sens, que l'être humain revoie sa position à l'égard des animaux. Il est temps peut-être de se dire que nous ne pouvons pas en disposer comme nous le voulons, que nous ne sommes pas libres de les soumettre à notre esclavage. Quand je parle d'esclavage, c'est très simple, par exemple. Il faut savoir que à l'époque du colonialisme, les zoos, parce que les zoos par exemple, n'ont pas été inventés pour les animaux du tout à la base. Je suppose que vous le savez, les zoos, c'était tous les colons qui ramenaient des étrangers africains. Et alors ça c'est marrant parce qu'on a l'image souvent que les zoos c'était mettre tous les petits africains noirs dans des cages. Mais en fait non, c'était très très étendu. En France on mettait des Corses dans les zoos. Donc on n'allait pas chercher spécialement très loin. Donc les zoos viennent de là. Alors maintenant si moi je vous dis tiens j'ai une bande d'amis congolais, je vais les mettre aux zoos parce qu'on n'en a pas vu souvent, vous allez me dire mais scandaleux, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, c'est des êtres humains, ils ont des émotions, ils ont des sentiments, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourtant, on fait ça tous les jours avec des animaux et ça dérange personne. Mais alors que moi je peux vous dire, mais enfin vous ne vous rendez pas compte, c'est scandaleux, les animaux ont des émotions, des sentiments, ils ne comprennent pas. On peut prendre plein d'exemples comme des parcs que je ne citerai pas, où parfois on se balade et on voit 4 tigres dans un enclos, où moi je me dis moi-même, c'est quand même fou, mon chien ne pourrait pas vivre là-dedans, comment est-ce que 4 tigres peuvent vivre là-dedans? Donc ça, c'est de la torture psychologique animale. Et ces animaux font des dépressions, parfois se dévorent entre eux, ou attaquent très rapidement les soigneurs. Parce qu'il y a aussi une croyance qui est de dire, il y a des animaux méchants, il y a des animaux gentils. Il y a des gens que ça dérange moins, bon, on ne les mange pas, mais mettons, enfin voilà, on mange des crocodiles par exemple. Ça dérange moins les gens de manger des crocodiles, certaines personnes, que de manger une vache. Parce qu'ils disent, oui, la vache c'est sympa, enfin la vache tout le monde la mange, on pourrait dire le lapin. Il y a beaucoup de gens qui font, oui, moi je mange de la viande, mais le lapin non. Et ça c'est le spécisme. C'est se dire, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on a décidé de choisir que telle espèce méritait d'être cajolée comme le chien, et telle autre espèce, qui en soi ne nous fait pas de mal non plus, certaines espèces sont d'ailleurs beaucoup plus capables d'éprouver de l'affection envers les êtres humains que les chiens, comme les cochons, les canards. Pourquoi ces animaux-là, on les tue? Il faut savoir par exemple que quand on va voir un petit cochon dans un élevage, le cochon pense que c'est pour avoir des caresses, comme un chien qui remuerait de la queue. Ça ne se passe pas toujours comme ça c'est autre chose. Et donc notre position à l'égard des animaux doit évoluer encore à ce niveau-là. Sachant tout ça, sachant toute l'émotion que peuvent avoir les animaux, on peut voir dans le regard de ce macaque qu'il est complètement terrifié. Toutes ces émotions, les animaux les ressentent tout le temps. Il faut un peu vous mettre à leur place et vous imaginer, parce que
souvent c'est une notion assez abstraite. Hein. Et moi je ne suis pas ici pour vous donner les exemples gore possibles et vous montrer 45 000 trucs qui donnent envie de vomir, pas du tout. Moi je veux juste vous faire réaliser que chaque année, c'est des millions, voire des milliards d'animaux qui sont tués par l'être humain ou qui sont utilisés pour autre chose. Alors, le spécisme, ça part aussi du principe que la valeur de l'être humain prévaut sur toutes les autres valeurs. C'est-à-dire, si c'est bon pour l'être humain, tant pis pour les autres. Alors, c'est quelque chose qu'on peut défendre, j'entends bien, parce qu'on doit soutenir notre civilisation, évidemment, même si on doit aimer la vie animale, il faut évidemment préférer la vie humaine, ça, je n'en discute pas. Cependant, vous verrez plus tard dans la deuxième partie que souvent, même ces expérimentations-là, on fait beaucoup de choses inutiles. Donc, moi, partant du principe de la conscience, ce que j'essaie de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de disposer de l'animal comme on le veut, que ce soit au niveau de l'expérimentation, de l'abattage, etc. Tout simplement, également, parce que l'animal ayant des sentiments, nous sommes en train en fait de commettre une sorte, sans s'en rendre compte, de gros génocide de masse en fait. Alors, la conscience animale, qu'est-ce que c'est pour ceux qui peuvent se poser la question? La conscience animale, ça vient du mot sentience, donc sans science, ça se dit en français, qui est un mot anglais. Alors là, il y a un peu de lecture. Paf! Donc, sentience, c'est un néologisme emprunté à l'anglais qui définit une réalité démontrée par nombre d'études et de travaux scientifiques à travers le monde. Ça nous dit que les animaux ont la capacité de percevoir, de ressentir des émotions et par conséquent, ils ont des désirs, des buts, des volontés qui leur sont propres. Ce sont des êtres sentients. Donc, sentient, ça veut dire, comme je vous l'ai dit plus tard, qu'ils sont sensibles, mais dans le côté qu'on n'a pas exploité dans la loi. Ils sont capables de sentir, de penser et d'avoir une vie subjective. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est valable pour tous les animaux. Ils peuvent être vertébrés ou pas. L'être humain a trop tendance à faire des classements dont il est le seul arbitre. Il se dit, tiens, forcément, une pieuvre, ça a moins de valeur qu'un chat ou un chien. On va voir plus tard que ce n'est pas exact. Tous les animaux sont conscients d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Même si les champions à ce niveau-là sont évidemment les chiens. Alors, pourquoi les chiens? Parce qu'on a tous côtoyé au moins un chien, beaucoup de personnes ont des chiens. Les chiens, souvent des maîtres, on les entend dire, et moi, le premier, et parfois ça peut sembler un peu risible, qu'il ne leur manque plus que la parole. Eh bien, il faut vous rendre compte que le chien est un animal qui, à beaucoup de niveaux, a réussi à s'adapter à l'homme énormément mieux que l'homme ne s'adaptait à lui. Ça fait ça fait des milliers d'années, plus de 100 000 ans qu'on a domestiqué le chien. Donc le chien est une sous-espèce du loup gris d'Asie de l'Est, qui est venu manger des restes dans les décharges, et donc l'homme les a gardés. Alors, au début, les scientifiques pensaient, ce sont une petite aparté comme ça, vous le savez, qu'en fait, on avait été prélevé des chiots, enfin des loups plutôt, et qu'on les avait domestiqués, et que voilà, c'était devenu des chiens. Mais ça, c'est impossible, c'était complètement réfuté, tout simplement parce que pour pouvoir domestiquer un loup, il faut pouvoir le prendre avant ses 3 premiers jours. Et il y a 120 000 ans, on ne pouvait pas prendre un petit loup et le garder vivant. Donc, cette théorie a été réfutée. Mais, on dit qu'il ne manque aux chiens que la parole. Il faut savoir que les chiens, pour communiquer avec nous, ont développé tout un tas d'aboiements différents qu'ils n'utilisent pas dans la nature. Donc ils ont des aboiements comme un bébé qui pleure en fait. Un bébé, enfin, moi je n'ai pas le cas, mais je sais que les mamans reconnaissent très vite si le bébé a faim, si le bébé a fait pipi, si le bébé X, si le bébé Y, tout simplement avec les pleurs. Le chien a adapté ça pour nous. Il faut savoir en fait que les chiens sont de grands enfants. Un chien n'est jamais un chien adulte psychologiquement. Parce qu'un chien adulte, c'est un loup. Ça, il faut bien être conscient de ça. On garde toujours les chiens dans un état d'adolescent attardé. C'est valable pour les chats aussi d'ailleurs. Et donc, un chien a développé tout un tas d'émotions propres à communiquer avec nous. Et je vais vous montrer un exemple assez marquant aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, les études ont démontré que le chien a développé une gamme d'aboiements pour exprimer différentes situations et ou sensations. Donc, les couinements et autres. Parce que les chiens, normalement, adultes, n'aboient pas. Ce sont les chiots. D'ailleurs, chez les loups, les petits louveteaux aboient. Et en grandissant, ils perdent ça et ils ne font que hurler. Les chiens, normalement, entre eux, n'aboient pas. Quand un chien aboie, c'est pour avertir un être humain. C'est pour communiquer avec un être humain. Les chiens, entre eux, n'aboient pas. Alors, je vais vous présenter quelqu'un d'autre. Je vais vous présenter quelques petits copains comme ça sympathiques ce soir. Ici, nous avons Rico, qui vient d'Allemagne. Et Rico a démontré que le chien a une capacité de mémoire énorme. En fait, Rico, il a plus de 250 jouets. Pikachu, en l'occurrence. Et sur ces 250 jouets, Rico est capable de reconnaître tous ses jouets.
Donc si sa maîtresse lui dit va me chercher Pikachu, il y va. Si elle lui dit va me chercher la balle de foot, il y va. Ce qui prouve que le chien a conscience de ce que l'être humain lui demande. Il peut s'adapter à la demande de l'être humain. Un exemple encore plus marquant pour vous montrer mon propos que le chien s'adapte à l'être humain, c'est quelque chose dont moi je suis comportementaliste et je travaille essentiellement avec les chiens. Et c'est quelque chose que beaucoup de clients sont venus me dire inquiets. Regarde. Ici, nous avons un chien qui n'est pas content. Si vous croisez un chien comme ça dans la rue, il vaut mieux se dire on va aller faire un tour ailleurs parce que ça va mal se passer. Par contre, ici, on a un autre chien qui monte les dents aussi. Comme lui, ou encore mieux, lui. Alors, que font ces chiens? En fait, ces chiens sourient. Et le chien, à la base, ne sourit pas. C'est pas quelque chose de normal. Il n'est jamais engagé pour une pub pour un dentifrice, mais le chien a remarqué que les êtres humains entre eux, quand ils sont de bonne humeur ou contents de se voir, montrent leurs dents. Et donc les chiens se sont adaptés, pas tous, hein, ça reste des exceptions, mais par exemple les dalmatiens font énormément ça. Donc les chiens sourient maintenant, et donc beaucoup de clients viennent me voir, ils font mon chien, chaque fois qu'il est content de me voir, il vient vers moi, mais il me monte ses crocs, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, simplement le chien monte ses crocs pour dire je suis tellement content de te voir, ça fait tellement plaisir. Donc le chien s'est complètement adapté. Par exemple, un chien ne bâille pas dans le nid, c'est pas quelque chose que les chiens font. Les chiens bâillent parce qu'ils sont fatigués. Pourtant souvent un chien quand il en a marre, il bâille. Tout simplement parce qu'il a remarqué que les êtres humains, quand ils en ont marre, ils bâillent. Ou alors il y a des images comme ça, on voit des chiens qui se couchent la tête sur les pattes et qui font un petit soupir du genre... C'est pas du tout un comportement normal chez le chien. C'est parce qu'ils ont vu l'humain le faire et qu'ils savent que le soupir signifie l'agacement. Il y a tout un panel d'émotions comme ça que le chien a été capable de décoder chez l'être humain. Une expérience avait montré par exemple qu'il suffit d'un regard pour qu'un chien sache ce qu'on veut de lui. Une scientifique avait mis plusieurs petits gobelets, en dessous il y avait une boulette de viande en dessous d'un des gobelets, et alors en montrant évidemment le chien y allait, et à un moment donné on ne comprenait pas, tout simplement parce que sans bouger, le chien savait le gobelet. Simplement le regard du maître qui, sans le faire exprès peut-être, montrait le bon gobelet, donnait au chien la réponse. Et encore plus marquant à ce niveau-là, je vais vous donner un truc de magicien. Vous connaissez tous les chiens scientifiques. C'est les chiens qui comptent. Fait 2 plus 2, 4, oh c'est génial. En fait, je vais vous donner le truc de cette expérience. Le chien, il ne sait pas compter du tout, mais il aboie jusqu'à ce que le maître soit content. Et on ne le voit pas, mais le chien sent le bien-être du maître et s'arrête d'aboyer. Et donc le chien sait compter. Alors, au sujet de ces expériences sur les animaux, qui ont été menées par le docteur Brian Hare, spécialiste de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig, il nous dit ceci: les chiens sont capables d'imitation sélective d'un comportement en fonction de la situation. Ils peuvent penser à votre intention. Ils peuvent rechercher une explication de votre conduite et se livrer à des déductions sur ce que vous devez être en train de penser. Par exemple, un autre exemple vite fait, souvent des clients me disent tu sais, mon chien il sait qu'il a fait caca à la maison, que c'est pas bien, parce que quand moi je rentre, il se planque sous la table, il a compris. Non, non. Un chien, il a 5 minutes de mémoire vive. Il a une mémoire d'association d'idées. Le chien, il a peur parce qu'il voit que vous êtes fâché. Point. Mais il ne sait pas pourquoi. Donc d'ailleurs, ça pose souvent de gros problèmes comportementaux parce que le chien se fâche, le chien se fait gronder quand il vient dire bonjour aux gens. Donc forcément, ça crée des problèmes. Donc le chien sait ce que vous êtes en train de penser. Il n'a rien fait de mal peut-être pour lui, mais il voit que vous êtes fâché, donc il adapte son comportement au vôtre. Alors, on va reprendre des petits exemples. Il y a des animaux moins domestiqués que le chien qui sont capables aussi de faire preuve d'empathie, de compréhension et d'adapter leur comportement, comme les rats et les souris, tout autant que certains humains ou primates. Et alors là, c'est ce qui est intéressant, c'est que même des escargots, des limaces ou des criquets, des travaux réalisés sur eux ont montré que ces animaux étaient capables de prendre des décisions, de faire des choix. Donc ce n'est rien de très évolué, évidemment, mais ils peuvent décider pour eux s'il vaut mieux partir à gauche ou à droite en fonction d'un danger ou d'une mauvaise expérience qu'ils ont vécue, etc. Alors, il y a tout de suite un gros paradoxe que je vais éclaircir avec vous, c'est que ces expériences sont très utiles, mais je ne suis pas spécialement pour ce type d'expérience non plus. Parce que pour faire ce genre d'expérience, malheureusement, on doit aussi un petit peu faire souffrir les animaux. Mais ces expériences ont permis de montrer leur capacité. En Australie, des chercheurs ont même démontré que les abeilles étaient capables de compter. Tout simplement parce qu'elles remarquaient un nombre de points que l'on mettait sur des fleurs. Donc il y avait des fleurs qui étaient vidées de tout ce qui était nutritif pour les abeilles, et certaines fleurs avec plus de points au-dessus gardaient leurs nutriments. Et les abeilles reconnaissaient les fleurs simplement grâce, vu qu'elles avaient été, je précise, handicapées au niveau olfactif et autres, sensoriel, grâce aux points. Donc les abeilles savaient se repérer en comptant. Alors,
Les poissons, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est l'animal qui représente le plus le mépris que l'homme a de l'animal. Un poisson rouge, on le voit souvent dans des bocaux par exemple, alors qu'il faut savoir qu'un poisson rouge, pour vivre heureux, doit vivre dans plus ou moins, si c'est des voiles de Chine, c'est-à-dire les gros poissons ronds avec les voiles, il faut qu'il y ait 50 litres par poisson. Et si c'est un poisson rouge normal, de style comète, donc tout long, il leur faut au moins 100 litres d'eau par poisson. En plus, c'est des animaux grégaires, donc il faut au moins en avoir deux. Donc le bocal de Tata Jacqueline, elle est très petit. Et donc, on a souvent dit, oui, la mémoire de poisson, les poissons n'ont pas de mémoire, un poisson, ça a 3 secondes de mémoire, je suis sûr que tout le monde l'a entendu, c'est faux. Les études du Dr Teresa Burr de Pereira, qui est ethnologue du Keble College d'Oxford, nous disent simplement, il nous dit ceci, que les poissons sont capables d'apprendre et de se souvenir, et ils possèdent un ensemble de capacités cognitives qui surprendraient beaucoup de monde, et je ne peux que lui accorder ce point. Alors, maintenant, autre point qu'on va aborder, c'est qu'un gros nombre d'espèces animales ont leur propre style de vie émotionnel. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ils ressentent la joie, la colère, l'angoisse. Et plus étonnant, c'est qu'un grand nombre de ces animaux ont un sens de l'équité et même de l'altruisme. Et là, je vais vous donner quelques exemples intéressants. Évidemment, le champion reste le chien. En fait, il y a une expérience qui a été menée qui est très intéressante, où il y avait 2 chiens et un homme. L'homme demandait de donner la patte. Quand le premier chien donnait la patte, il lui donnait une friandise. Quand le deuxième chien donnait la patte, il lui donnait rien du tout. Au bout d'un très bref laps de temps, le premier chien, on va dire par solidarité avec l'autre, a complètement délaissé le scientifique et a refusé de faire l'exercice. Ensuite, le scientifique a demandé la patte au chien qui était un peu lésé et lui a donné une friandise. L'autre chien est revenu de lui-même, continuer l'expérience. Mais ça, un chien, à la limite, on pourrait s'y attendre. Mais pourtant, ce qui nous a permis de voir que les animaux étaient capables d'altruisme, c'est un animal duquel on se douterait beaucoup moins. Et pourtant, c'est le champion de l'altruisme animal. Cet animal, c'est la souris. La souris, qu'on considère comme nuisible et quantité négligeable, est capable d'un altruisme étonnant. Je vais vous expliquer cette expérience qui a été menée. En fait, on avait 2 groupes de souris. Alors, pendant que le premier groupe de souris commençait à se nourrir, dès qu'elles commençaient à se nourrir, eh bien, on électrocutait le second groupe. À un moment donné, les premières souris du premier groupe ont compris ça, et alors, qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire? Eh bien, ces souris, par pur altruisme, ont décidé d'arrêter de se nourrir, afin qu'on n'électrocute plus leurs congénères. À partir du moment où on a nourri les autres correctement, les souris ont recommencé à se nourrir. On peut parler aussi des mollusques, comme la pieuvre. Les mollusques, qui sont encore plus une quantité négligeable pour beaucoup de gens, sont pourtant capables d'énormément de choses. Je vais vous citer ici une petite expérience, mais avec un peu plus de détails. Je vais bien avancer. Voilà. Alors, à l'aquarium de Seattle, on avait un problème de panne de spot. Et donc il y a plein de techniciens qui sont venus, ils se sont dit, mais tiens, le spot tombe toujours en panne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et en fait, en observant l'aquarium de nuit, on s'est rendu compte qu'il y avait un poulpe qui s'appelait Auguste, qui chaque soir venait jeter un jet d'eau très puissant sur le spot pour le faire cesser de fonctionner. Tout simplement parce qu'il était dérangé par la lumière et qu'il voulait y mettre un terme. Autre expérience qu'on a portée cette fois-ci sur des pieuvres, c'était dans un aquarium, c'était à l'université hébraïque de neurobiologie de Jérusalem. On avait des poulpes en aquarium, et à chaque fois qu'on venait nettoyer leur aquarium, ces poulpes devenaient rouges vifs et commençaient à attaquer tous les ustensiles, ce qui a démontré aux scientifiques, bon évidemment, j'ai envie de dire, il ne fallait pas être doué pour le remarquer, mais bon, heureusement ils l'ont noté, ça a pris de la valeur, que le poulpe se mettait en colère, donc était capable de sentir de la colère. Alors ça semble rien comme ça, mais le fait de sentir de la colère, c'est une notion qu'on ne prêtait pas à l'animal jusqu'il y a très peu de temps. On pensait que l'animal était bête et méchant. Par exemple, un chien qui grognait, on disait, ah, mais c'est un méchant chien. Un poulpe qui aurait un tel comportement, on aurait dit, oui, ben, c'est un poulpe, voilà, il essaye de fuir, il y a un prédateur, etc. Non, la colère est une notion beaucoup plus absconde, beaucoup plus subtile. Le poulpe peut être capable d'en vouloir vraiment à quelqu'un ou à quelque chose. Donc il a un ressenti propre qu'il se construit. C'est d'ailleurs en raison de ces études-ci qu'en Angleterre, les poulpes aujourd'hui sont une espèce protégée. On peut faire n'importe quelle expérience ou faire ce qu'on veut d'eux dans les restaurants, etc. Alors, continuons notre petit parcours. Alors ça, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme animal. Voilà. Donc ça, c'est un Bernard l'ermite. Et le nom exact de ces animaux, ce sont des pagures. En fait,
des expériences ont montré que même les crustacés comme les pagures, donc les bernard l'ermite, sont capables de ressentir la souffrance et donc de choisir ce qui était le mieux pour eux. Lors de cette expérience, on a en fait électrocuté les bernard l'ermite à l'intérieur de leur coquille d'emprunt, et on s'est rendu compte que les bernard l'ermite changeaient directement de coquille et ne revenaient plus jamais dans l'ancienne, et même, signe de conscience de la douleur, les bernard l'ermite se frottaient l'endroit qui avait été électrocuté, comme un homme qui se brûle un doigt et qui se frotte. Alors, passons maintenant à la conscience des animaux de ferme. La science nous révèle que tout animal de ferme est un être sensible et conscient. Il est capable, dans une plus ou moins grande mesure, d'éprouver tout comme nous des émotions. Alors, ce qui est très triste, c'est que pourtant, dans le monde entier, des milliards d'animaux de ferme sont extrêmement maltraités. Les animaux de ferme ne sont que de la viande pour certains et tout simplement du bétail pour d'autres. Ils vivent dans un environnement pas du tout adapté à leurs besoins. Il n'y a qu'à voir les poules en batterie comme nous en parlions, les élevages de porcs qui sont aussi en batterie finalement, et les élevages de vaches. Et tout simplement, ils ont une qualité de vie qui ne leur donne aucun loisir, parce que les animaux ont besoin de loisirs. Ça peut sembler risible encore, mais c'est réel. Et la vie d'un animal de ferme est une suite de souffrances pour déboucher sur la mort. La vie d'un animal de ferme ne vaut pas vraiment la vie d'être vécue. Alors, prenons un exemple. On va prendre les poulets. On en parlait plus tôt. Et les poulets sont quand même assez remarquables. On a remarqué que les poulets avaient des attentions et des attentes. Donc le poulet n'est pas un animal bête qui comme ça court un peu partout. Le poulet attend des choses des gens et montre certaines attentions. On a remarqué aussi que les poussins sont capables de retenir mentalement l'idée d'un objet visible qui ne l'est plus. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'était l'expérience de la fameuse petite balle autour de la haie et que le poussin continue à la chercher. Et alors, le fait de savoir que les poulets sont conscients des objets et autres, en fait, c'est que quand les poulets ont été habitués à recevoir de la nourriture comme récompense dans une situation particulière, eh bien les poulets et les coqs se mettent très très en colère si en faisant l'action en question, ils ne reçoivent rien. Tout simplement parce qu'ils ont été habitués, ils savent qu'ils sont censés recevoir quelque chose. Alors, une équipe de chercheurs du groupe de biophysique du Silso Research Institute au Royaume-Uni a montré que les poulets avaient même une notion du futur. Je vous explique ça. Dans le cadre de leur expérience, les poules devaient donner un coup de bec sur un bouton de couleur vive pour recevoir de la nourriture. Quand une poule n'attendait que quelques secondes, elle recevait très peu de nourriture. Par contre, si elle attendait un peu plus de 22 secondes, elle recevait beaucoup plus de nourriture. Eh bien, plus de 90, donc plus de 90% de ces poules ont su attendre pour avoir plus de nourriture. Ça semble rien, mais ça montre que la poule est capable de se dire, comme un enfant à qui on dit si tu attends, t'en auras deux, si tu attends pas, t'en as qu'un. Elle est capable exactement de se dire pareil. J'ai faim, mais je vais maîtriser mes instincts, je vais passer sur mes instincts, parce que si j'attends un peu, j'aurai plus. Ce qui montre un niveau de conscience assez élevé chez la poule. Et comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, il faut savoir que la poule, que ce soit de poussin à poule, a un niveau de conscience plus élevé que les enfants de très bas âge. C'est quand même assez impressionnant. Le poussin, revenons-y. Donc, les poussins âgés de 3 ou 4 jours étaient capables d'additionner et de soustraire. S'inspirant d'expérimentations développées pour les bébés humains, le docteur Rosa Rugani et ses collègues ont mis au point des tests pour voir si les poussins étaient capables de différencier des quantités différentes de petites balles en plastique. Et ça a été un succès. Alors, que nous a dit ce bon docteur? Elle nous a dit que c'est la première démonstration d'une capacité d'additionner et de soustraire chez des jeunes animaux autres que les êtres humains. Donc, une poule est vraiment pas si bête que ce que l'on pourrait penser. Alors, sur la base de ces mêmes expériences, il faut savoir que les poules apprennent à leurs poussins tout ce qu'elles peuvent manger et ne peuvent pas manger. Donc quelque chose de toxique est appris par la mère poule à son poussin. Elle le tient elle-même de sa mère poule. Donc ici, le docteur John Webster, professeur à l'université vétérinaire de Bristol, il nous dit cela en conclusion. Que la poule a appris ce qui était bon à manger et ce qui n'était pas bon pour elle, qu'elle se soucie de ses poussins au point de ne pas les laisser manger la mauvaise nourriture. Et donc elle leur transmet ce qu'elle a appris elle-même. Pour lui aussi, c'est très proche de ce que l'on appelle une culture, et même une culture qu'on peut dire développée. Les vaches. Dans les fermes, il y a les vaches. Alors, les vaches, autre quantité négligeable de l'humanité, eh bien une expérience a montré quelque chose de très très simple, c'est qu'une vache dans un élevage comme ça, de laquelle on ne se soucie pas, ne produit pas trop de lait, ne se sent pas très bien, etc. Par contre, dès qu'on donne un petit nom à la vache, et qu'on lui parle en l'appelant par son nom,
la vache produit plus de lait. Ce sent beaucoup mieux car les vaches sentent qu'on leur porte de l'attention. De même que les gens sont plus réceptifs quand on s'adresse à eux de façon personnalisée, les vaches également se sentent plus heureuses et plus détendues lorsqu'on accorde un peu plus d'attention à chacune d'entre elles, nous dit Catherine Douglas, qui fait partie de l'école d'agriculture de l'université de Newcastle. Alors, une expérience avait été menée, une expérience involontaire. C'était un fermier en Allemagne, je vais vous donner le nom de ce gentil monsieur, qui s'appelle Alfred Grönemeyer, donc qui est agriculteur à Rundenthal. Et ce fermier traitait ses vaches comme des chiens. Donc il leur donnait beaucoup d'affection, il ne les maltraitait pas, il ne les battait pas, il les laissait paître, etc. Eh bien, un jour, notre petit fermier, duquel je n'ai pas trouvé de photo, vous excuserez son portrait-propos raté, eh bien, ce bonhomme est mort. Alors jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est la vie, mais il se trouve que son bœuf Barnaby ne s'en est jamais remis. Et alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec des chiens, qui nous semble d'ailleurs moins extraordinaire avec des chiens, mais qui a vraiment surpris les scientifiques avec un bœuf. Il a fui son enclos, est allé jusqu'au cimetière, et s'est mis devant la tombe de son maître et a pleuré. Il a fallu plus de 48 heures pour qu'on puisse réussir à bouger le bœuf. Ce qui prouve bien que le bœuf est capable d'émotions, de tristesse, de peine et d'affection. Le cochon. Il faut parler des cochons. Alors, l'intelligence des cochons est quelque chose qui a vraiment été démontré de nombreuses fois. Il faut savoir, comme ça, c'est quelque chose qui martyrise les gens, le cochon a une capacité intellectuelle cognitive digne de celle d'un enfant de 5 ans. Donc il est capable d'avoir autant d'émotions qu'un enfant de 5 ans. En cela, il est l'égal du chien. Le cochon est même plus intelligent qu'un enfant de 1, 2, 3 ans. Attention, l'intelligence cognitive n'est pas la même que l'intelligence pratique. Hein. Évidemment, c'est pas pour... le cochon ne sait pas lire ou calculer, ou enfin, pourquoi calculer ça, il ne sait pas lire. Et donc, simplement, on s'est rendu compte qu'en mettant des enfants en bas âge face à une machine où ils devaient appuyer sur quelque chose pour recevoir un bonbon, eh bien, l'enfant s'en sortait beaucoup moins bien que le cochon. Autre fait, c'est que le cochon est capable de beaucoup de tendresse, de beaucoup d'affection. D'ailleurs, à ce sujet, je vais encore vous présenter quelqu'un. Je vais vous présenter Lulu. Elle est moins jolie que le précédent, mais notre amie Lulu, qui vit en Pennsylvanie, a sauvé la vie de sa maîtresse. En fait, sa maîtresse, qui est une dame âgée, a fait un infarctus. Alors qu'a fait Lulu? Lulu est sortie dans la rue, s'est étalée sur la route, a attendu qu'une voiture passe, a forcé la personne à descendre, a été chercher la personne dans sa voiture et l'a dirigée jusqu'à la maison de la femme et a sauvé la vie de sa maîtresse. Donc, un cochon, c'est pas si bête que ça. Les moutons. Les moutons, on en a parlé, on va le reprendre brièvement. Les moutons sont des animaux qui ont surpris les scientifiques car ce sont ceux qui ont la plus de capacité d'identification d'autrui. Les moutons sont capables de reconnaître les gens pendant très longtemps, de se souvenir de très longtemps et sont très sensibles aux émotions. Si vous allez dans un parc animalier ou dans une ferme, vous allez tout de suite voir que le mouton est un animal très très affectueux, qui vient vers vous très promptement et on peut vraiment lier un lien d'amitié et de sympathie avec le mouton. Alors, c'est ce dont je vous parlais au départ. Une lecture. Dans le traité de Rome de 1957, qui crée la communauté européenne, les animaux d'élevage étaient classés comme des produits agricoles. Donc en gros, ils n'avaient pas plus de valeur qu'un tracteur, un clou ou un marteau. Et donc ce n'est qu'en 1987 que l'Union européenne les a reconnus comme des êtres sensibles, et elle prépare d'ailleurs certains types d'élevage industriel. Mais bon, malheureusement, pour la majorité des autres animaux, rien n'a changé dans notre monde, et on se moque très bien de leurs besoins comportementaux et de leur vie émotionnelle. D'ailleurs, Françoise Weffelfelder, elle a un nom qui n'est pas facile à sortir, hein, mais Wemmelsfelder, biologiste et chercheuse spécialisée dans le comportement et du bien-être des animaux, nous dit que chaque jour nous en apprenons davantage sur les diverses et uniques façons dont les animaux pensent, éprouvent des sensations et prennent des décisions intelligentes. Les preuves abondent que les animaux sont des êtres sensibles et conscients. Par conséquent, comment pouvons-nous continuer à les exploiter comme nous le faisons? Parce qu'il faut bien vous dire que tous les animaux dont je viens de vous montrer des exemples d'intelligence sont pour la majorité, supérieure en intelligence aux chats et aux chiens. Alors qu'est-ce qui fait que nous pratiquons le spécisme, que nous décidons que certains animaux méritent notre affection et d'autres non? Passons aux animaux sauvages. Alors, qu'ils soient grands singes, éléphants ou même oiseaux, les animaux sauvages sont doués d'une intelligence qui est restée très longtemps méconnue par le monde scientifique. Je vous dis, on s'intéresse à ça que depuis le XXIe siècle. Chaque nouvelle découverte scientifique vient brouiller un peu plus la frontière factice que certains ont tenté d'établir entre l'homme et le reste du règne animal. Bientôt, pourtant, il faudra accepter d'y faire face et remettre en question nos pratiques qui sont souvent discutables et qui leur causent énormément de souffrance.
Par exemple, regardez ce petit tournevis. Eh bien, il faut savoir que dans la majorité des eaux du monde, c'est quelque chose d'assez étonnant mais qui est vrai, si on donne un tournevis à un orang-outan, il va réussir à s'évader. Ce qui prouve qu'il n'est pas très content dans l'endroit où il est. Donc l'orang-outan sait utiliser un tournevis. Et pour illustrer l'intelligence des orang-outans, je vais vous présenter quelqu'un d'autre. Je vous présente notre ami Carta. Carta, qui réside dans un zoo à Sydney en Australie, a fait quelque chose d'assez fabuleux. En fait, Carta était capable d'élaborer toute une technique pour mettre au point son évasion. En fait, elle a pris un bout de bois, elle a fait disjoncter tout le système électrique de sa cage, enfin pas de sa cage, mais de son enclos. Elle a entassé des bouts de bois et des pierres afin de pouvoir arriver au-dessus du mur en béton, et elle a pris la fuite dans le zoo. Alors évidemment là, tous les gardiens se sont affolés, etc. Quand on l'a retrouvé, Carta, on a voulu lui tirer dessus avec des tranquillisants, et à ce moment-là, encore une preuve de la conscience animale, Carta s'est arrêtée, a fait une mine mais déconfite, quelque chose de pas possible, comme si elle savait qu'elle avait fait quelque chose de mal, et elle est retournée d'elle-même dans son enclos. Donc il faut aussi se dire que si les animaux, dès qu'ils le peuvent et qu'ils ont la conscience suffisante pour pouvoir essayer de s'échapper, s'échappent, il faut peut-être remettre en question les parcs zoologiques également. Alors, souvent, quelque chose qui a montré que l'humanité était l'espèce dominante sur tous les points de vue, c'est l'utilisation d'outils. On nous a tous appris à l'école, quand on était petit, que l'être humain a évolué parce qu'il utilisait des outils. Ben, l'être humain est très loin d'être le seul animal à utiliser des outils. Alors les primates le font, c'est connu, ça surprend personne, mais par exemple les corbeaux et d'autres oiseaux les utilisent aussi. Par exemple, si vous avez un corbeau qui a pris une petite brindille en bois, parce que dans ce tronc d'arbre, il y a un ver qui n'arrive pas à déloger. Et donc il va aller le déloger avec son bout de bois. Ça reste des outils très sommaires, j'entends bien et j'en conviens, mais en attendant, les corbeaux sont capables d'utiliser des outils. Ici, une autre petite expérience. Au fond de ce tube à essai, il y a une lame. Alors, on avait mis plusieurs outils à disposition du corbeau. On s'est rendu compte que le corbeau était assez intelligent que pour choisir son outil, qui ont été des petits cailloux, et il a rempli le tube à essai, pas toute l'expérience là-dessus, mais jusqu'à faire sortir la larve grâce au poids des pierres. Et le responsable de cette expérience, Christopher Bird, ornithologue à l'université de Cambridge, nous conclut ceci. Nous avons constaté qu'ils étaient capables de choisir parmi une diversité d'outils ceux qui étaient les plus appropriés, qu'ils faisaient preuve de souplesse dans les types d'outils utilisés. À la conclusion de quoi, le docteur Alex Kasselnik, professeur d'écologie comportementale à l'université d'Oxford, a déclaré que cela signifiait que l'évolution peut inventer plus d'une fois les formes similaires d'intelligence poussée. Ce n'est pas une chose réservée aux seuls primates ni aux seuls mammifères. On a remarqué dans beaucoup de zoos aussi, mais là l'histoire serait trop longue, on a remarqué dans beaucoup de zoos aussi que les éléphants étaient capables d'énormément d'émotions. Dans les cirques encore plus, mais ça c'est un sujet que je n'aborderai pas. Beaucoup d'éléphantes sont très heureuses de la naissance de leur éléphanteau et montrent des signes de joie énormes. Beaucoup d'éléphants même ont des signes un peu comme des chiens de contentement quand le soigneur qu'ils aiment bien vienne les soigner. Donc les éléphants sont capables d'énormément de sensibilité. Ce font partie des créatures les plus sensibles au monde. C'est des animaux qui ont une conscience énorme, une conscience d'eux-mêmes énorme, qui se reconnaissent, qui sont capables de reconnaître les leurs. Des éléphants pleurent la mort de leur progéniture très longtemps et ont même, et quelque chose d'assez exceptionnel, qui partagent d'ailleurs avec les corbeaux, et qui, jusqu'à une certaine époque, étaient aussi synonymes de signes d'évolution de l'être humain. Les éléphants et les corbeaux ont des rites funéraires. C'est-à-dire qu'ils ont tout un rituel lorsque l'un de leurs proches meurt. Les corbeaux, par exemple, eux, s'ils le peuvent, parce qu'ils ne peuvent pas toujours, se réunissent tous à l'arbre où ils sont nés et amènent la dépouille du corbeau au pied de cet arbre. Et ils commencent tous à avoir un coincement bien spécifique au corbeau en deuil. Pouf. Je vais vous présenter quelqu'un d'autre. Ghana. Ghana qui vient du zoo de Münster en Allemagne. Münster, pour les francophones. Alors, Ghana, c'est un singe qui, au départ, n'intéressait pas grandement les scientifiques jusqu'à ce qu'elle ait eu une réaction assez extraordinaire. En fait, le petit bout de chou que vous voyez sur votre droite, c'est Claudio, son fils. Mais Claudio est mort à l'âge de 3 mois. Et Ghana n'a jamais laissé son petit, elle lui a toujours donné des petites claques en espérant le réanimer et en espérant le sauver. Elle l'a dorloté, continue à le nourrir, elle a été chercher des soigneurs pour qu'ils essayent d'intervenir, ce qui montre que les singes ont un sentiment de paternité énorme. Et d'ailleurs, une anonyme avait envoyé une lettre aux zoo qui était assez touchante, ce qui prouve que heureusement pour les défenseurs de la cause animale, il y a beaucoup de gens qui commencent à évoluer. Une lettre qui est un petit peu excessive, mais que je trouvais très jolie, et qui était un beau partage interethnique, j'ai envie de dire. Cette dame a écrit ceci.
D'une mère endeuillée à une autre, Ghana, tu es dans mes pensées, mon petit garçon est mort en juin dernier, et c'est une chose qu'on ne pourrait souhaiter à aucune forme de vie. Et pourquoi je montre cette lettre qui est un peu, on pourrait penser, exagérée? Tout simplement pour vous faire comprendre que le fait de soustraire des animaux jeunes à leurs parents marque de vrais traumatismes. Comme quand on va prélever dans la nature des éléphantaux ou des trigrons, ou qu'on tue les parents d'éléphantaux pour leur défense, etc. Ce sont des traumatismes qui restent vraiment chez les éléphants. Et alors, pour conclure cette partie de la conférence, je vais vous présenter la jeune dame de laquelle je vous ai parlé dans le fascicule, qui n'est autre que Coco. Et Coco a une histoire assez formidable. Coco, elle vit dans le zoo de San Francisco. Et il faut que je retrouve juste le nom de son ethnologue parce qu'elle a un nom que je ne retiens jamais. Bon, ça viendra. Donc Coco est un singe que l'on a éduqué. Ce singe, depuis qu'il est tout petit, a été recueilli et élevé. Donc là, on la voit quand elle était toute petite, quand elle était un petit peu plus grande. Et quand elle était adulte, elle était capable de se reconnaître dans des livres d'images. Il faut savoir que Coco, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle connaît plus de 2500 signes du langage des signes américains. Il faut savoir que dans une conversation normale, donc avec 2500 mots, avec le langage des signes, dans une conversation normale, on voit ça quand on apprend les langues, eh bien, un être humain, en moyenne, entre nous, on n'utilise que 2000 mots de vocabulaire. À moins qu'on parle de sujets bien spécifiques. Ce qui montre bien qu'elle est capable d'avoir des conversations. Et alors, petite anecdote, un jour, Coco a vu à la télévision, parce qu'elle avait la télévision, elle a vu à la télévision